Protection du français, laïcité, économie. Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, passe 1 heure avec nous. Et peut-on négocier un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis? 2 experts répondent à vos questions. Ici Sébastien Bovet. Bienvenue à tous les mordus de politique. Bonjour, bon après-midi, bienvenue à notre émission du vendredi où nous répondons à vos questions sur des sujets d'actualité. On parlera dans 1 heure de la guerre commerciale avec les États-Unis. La semaine n'a pas été bonne ou facile pour Mark Carney. Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs additionnels de 10 %. On a appris que le Mexique avançait plus vite que le Canada dans ses négociations. Mais d'abord, nous terminons ce qu'on appelle notre tournée des chefs. Le dernier à se prêter à l'exercice est Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec. Vous pouvez poser vos questions en nous écrivant à l'adresse mordu avec un S @radio-canada.ca. Ce ne sont pas les dossiers chauds qui manquent pour M. Milliard. Il doit reconnecter avec les Québécois, prendre position sur la protection du français, la laïcité et se redonner une identité économique. Donc, si vous voulez lui poser des questions, vous savez comment le faire par l'adresse courriel. Monsieur Milliard, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Bovet, ça me fait plaisir de me prêter à l'exercice. Alors, vous êtes le dernier à le faire. On a passé tous les autres chefs de partis politiques au Québec, juste pour que tout le monde le sache, que tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Peut-être, comme j'ai fait avec les autres chefs, question d'actualité, il y a un grand débat à l'Assemblée nationale sur l'interdiction des boissons énergisantes pour les les adolescents de 16 ans ou moins. Ça bloque avec le Parti conservateur du Québec. Vous, votre position, un projet de loi a été déposé aujourd'hui. Vous êtes en faveur de ce projet de loi et pourquoi? Je suis tout à fait en faveur et vous savez que je suis pharmacien, donc je connais les dangers finalement de mélanger des médicaments avec des produits, des boissons énergisantes où on connaît pas toujours, les jeunes connaissent pas toujours la composition exacte de ces produits-là. Alors, ça crée des enjeux importants. En bas de 16 ans, je pense que c'est une bonne réglementation et je pense que ça devrait être transpartisan, que tout le monde devrait se rallier. Je pense que les propos, en tout respect de Mme Blanchette-Vézina hier, sont à oublier. Ils vont très mal vieillir. Voilà, il y a des propos qui vont mal vieillir, mais sur le fond, là, elle dit, ce que le Parti conservateur dit, c'est qu'on est dans la précipitation. Il faudrait faire des consultations. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens comme l'affichage, je présume comme sur les paquets de cigarettes, par exemple, où il y a des avertissements qui sont faits, d'autres moyens qui pourraient faire en sorte qu'on évite des décès tragiques comme celui de Zachary Millard? Alors, évidemment, on est dans la précipitation, puis on pourra en reparler sur plein d'autres projets de loi, mais ce qui est certain, c'est que Mme Bélanger avait cette information-là depuis déjà un certain temps. Ils ont décidé d'agir cette semaine, effectivement. Écoutez, moi, je pense qu'on est dans cette idée-là de sauver des vies. On est dans la poursuite de ce qui est arrivé aux jeunes Zachary. Alors moi, autant d'un point de vue scientifique, politique que sociétal, je pense que c'est une mesure à prendre et je salue les nombreux partis politiques qui sont d'avis qu'il faut agir de ce côté-là. Très bien. Donc, vous êtes prêt à l'adopter, là, 1, 2, 3, comme on dit, là, c'est-à-dire... On est prêt à collaborer rapidement avec les autres partis en respectant évidemment le processus parlementaire, mais je vous rappelle qu'il reste très peu de temps. Oui, il reste en fait 4 jours où ça siège avec période de questions la semaine prochaine. Exactement. Après ça, c'est l'ajournement. Puis c'est pas l'ajournement pour l'été, c'est l'ajournement définitif jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Est-ce qu'on s'en va en élection? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais... Non, on a été mis au courant. Très bien. Donc, vous connaissez le principe de l'émission. On a sollicité nos téléspectateurs pour qu'ils vous posent des questions. On va commencer tout de suite avec un courriel de Denis Guérard qui vous demande « Je ne veux pas de référendum. Je me magasine un parti. Je veux un chef qui protège le français et la laïcité. Vous engagez-vous à ne pas vous attaquer aux lois sur la langue française et la loi sur la laïcité qui ont une forte acceptabilité sociale? » Bien, premièrement, merci pour cette question-là. Vous savez que le Parti libéral du Québec est un parti foncièrement fédéraliste. On souhaite que le Québec reste à l'intérieur du Canada, donc pour nous, c'est important. On est aussi nationaliste parce qu'on veut protéger ce qui fait du Québec ce qu'il est. Donc, entre autres, la langue, entre autres, la laïcité, entre autres, la culture française. Alors, par exemple, sur la laïcité, on a été clair là-dessus. On est en faveur d'un État laïque. C'est pas M. Legault qui a inventé ça. Donc, il y a des lois qui sont mises en place en ce moment. On a un jugement des tribunaux. Moi, je suis pas... on a un jugement des tribunaux qui s'en vient. Moi, je suis pas ici pour vous dire qu'on va faire des changements là-dessus. Donc, je suis en faveur de la laïcité. Donc, juste pour qu'on soit clair, laïcité à la sauce CAQ, là, ça veut dire les personnes en autorité ne portent pas de signes religieux. Ouais. Ça veut dire donc l'État est laïque. Ça, vous rejouerez pas dans la loi 21, la loi sur la laïcité. On n'a pas l'intention de rejouer là-dedans. On n'a pas de l'intention de rejouer là-dedans parce que
Il y a en ce moment une loi qui est là, avec la clause non-obstant. Mais ce que je veux vous dire, par contre, c'est qu'on a voté contre la loi 9 et la loi 94 pour les éducatrices en CPE, à titre d'exemple. Mais je n'ai pas l'intention de faire de changement pour l'instant, mais je veux aussi attendre le jugement de la Cour suprême. On est dans un état de droit et on sait qu'on aura cette info-là dans les prochains mois. OK, puis parce que le jugement de la Cour suprême, puis là, on rentre dans les détails, mais c'est quand même important. C'est sur la clause de dérogation utilisée de façon préventive. La clause doit être reconduite à tous les 5 ans. Vous êtes premier ministre du Québec, vous avez sur votre bureau la reconduction ou non de la clause dérogatoire. Vous faites quoi pour la loi sur la laïcité? On a toujours été très clair au parti. Cette loi-là, elle existe en ce moment. On veut entendre le jugement de la Cour suprême. Le renouvellement est prévu en 2029. On a mentionné qu'on ne souhaitait pas le renouvellement en 2029, mais c'est dans 3 ans. Alors, il n'y a pas de changement de position là-dessus pour le parti. Donc, vous ne renouvelez pas la clause dérogatoire en 2029? En 2029, effectivement. Vous laissez à ce moment-là ouvert le jugement des tribunaux pour casser la loi? Bien, écoutez, on va voir le jugement des tribunaux. J'aimerais bien que ce soit avant les élections, pour être honnête avec vous. Je pense que ça servirait bien les Québécois, mais c'est pas moi qui contrôle la Cour suprême. Comment pouvez-vous nous dire, il y a 1 minute, on est en faveur de la loi sur la laïcité, donc les interdictions de signes religieux pour les personnes de la laïcité de l'État. Je suis en faveur à ce que l'État soit laïque. Les gens ont une liberté de religion. Ça, il faut respecter ça. C'est enchâssé dans nos chartes québécoises et canadiennes. Mais je n'ai pas l'intention de faire de changement là-dessus en ce moment. Ce n'est pas une priorité pour moi de faire de changement là-dessus. Mais vous n'êtes pas d'accord avec les signes religieux dans la mesure où vous ne voulez pas reconduire la clause dérogatoire, non? Oui, mais je ne veux pas faire de changement jusqu'à cette expiration-là. Puis c'est dans 3 ans et il y aura un jugement de la Cour suprême du Canada qui est important d'écouter. Mais je n'ai pas l'intention de faire de changement là-dessus. Je suis très clair. Sur la protection du français. Oui. Quelqu'un qui vote PLQ, vote-t-il pour mieux protéger le français? Bien, bien sûr, bien sûr. Et nos adversaires font le jeu, évidemment, de nous étiqueter. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Moi, je vous dirais... Le Parti libéral du Québec a instauré le français comme langue officielle du Québec en 1974. C'est important de le rappeler, puis je suis l'héritier de ça. Je veux protéger le français, je veux faire la promotion du français. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à le mentionner ce matin, je vais présenter mon propre plan. Là, on réagit au plan de la CAQ, on réagit aux idées du PQ. Je vais présenter mon propre plan, puis je vous le dis aujourd'hui, ça sera avant le début de l'été. Donc, je vais faire un événement pour présenter ce plan-là, puis on va laisser les Québécois juger. La loi 96, il y a des éléments là-dedans que j'aime, que je veux conserver. Il y a des éléments que je veux changer. J'ai donné des exemples. Donnez-nous les exemples juste pour être sûr. Les exemples, à titre d'exemple, le besoin d'apprendre le français à l'intérieur de 6 mois pour un immigrant. Premièrement, il y a communiquer avec le gouvernement. Premièrement, il y a des délais d'attente de 4 mois pour avoir accès à des cours de francisation parce que la CAQ a coupé dans les cours. Et deuxièmement, c'est pas réaliste. J'aimerais bien que les gens apprennent le français en 3 jours, mais c'est pas réaliste. Même Mme Fréchette l'a reconnu à la période de questions cette semaine que c'était pas réaliste. Puis la deuxième chose, il y a trop de paperasse pour les entreprises qui doivent prouver qu'ils ont besoin d'un poste qui requiert une langue supplémentaire que le français, que ça peut être le chinois, l'espagnol, l'anglais. Alors ça, je veux changer ça, mais je vais aussi ajouter plein de choses. Je veux pas juste retrancher des choses. Et je vais le présenter avant l'été et je vais laisser les Québécois juger de ça. Mais tous les parlementaires au Québec, il faut arrêter de faire de la petite politique là-dessus. Tous les parlementaires assis au Salon Bleu au Québec veulent protéger la langue française, autant au Parti libéral que dans les autres partis. Voilà, c'est sur les moyens, des fois, qu'on s'entend. Effectivement, puis sur la vision caquiste de ça. Moi, vous avez vu le commissaire à la langue française cette semaine, il a fait une sortie pour dire que le français est encore en déclin et que les indicateurs ne s'améliorent pas. Alors, est-ce qu'on peut se dire que la façon caquiste de procéder dans les 8 dernières années n'a pas donné de résultats? Et dire ça, c'est pas dire qu'on est contre, évidemment, la protection. Bien au contraire. Dans la loi 96, prédominance du français dans l'affichage, ça êtes-vous en faveur? Oui, tout à fait. D'accord. Plafonnement des étudiants dans les cégeps anglophones. Je ne vais pas vous présenter... Non, mais je ne vais pas vous présenter tout mon plan, M. Bovet. Je veux le faire d'une façon très claire. Je ne le ferai pas à la pièce. Ça, c'est la sauce caquiste. Je vous dis qu'avant le début de l'été, je vais vous présenter mon plan sur le français. Vous allez animer les mordus, vous allez pouvoir commenter et débattre de ça. Mais moi, je suis très fier de l'équipe. Le plan est prêt avant que vous me le demandiez, mais je vais le faire dans la bonne séquence. L'été, c'est le 21 juin. L'été, c'est le 21 juin à 8 h le matin. Avant le 21 juin. Très bien. Garanti. Courriel d'Olivier de Drummondville. Comment comptez-vous contrer la remontée de la CAQ? J'ai l'impression qu'on ne vous connaît pas vraiment et que vous avez fait plusieurs faux pas dans les derniers mois. Bien, écoutez, j'accepte la perception de monsieur, mais ce que je peux vous dire, c'est que la notoriété, ça se bâtit en politique. Dans le mot renouveau, il y a le mot nouveau. Donc, évidemment, si on veut avoir du nouveau monde en politique, puis moi, j'ai plein de nouveaux candidats qui n'ont jamais fait de politique, on arrive de quelque part. Moi, je suis pharmacien de profession, j'ai dirigé la Fédération des chambres de commerce, j'ai milité dans le Parti libéral pendant 28 ans. Alors, je connais très bien dans quoi je m'embarque, puis j'ai envie de me mettre au service des Québécois pour les prochaines années. Alors, je vais travailler là-dessus. Puis la montée de la CAQ, écoutez,
On verra bien, là, mais vous savez mieux que moi que l'élection est dans 130 jours. Alors, le sondage que je veux gagner, moi, c'est celui du 5 octobre. Puis pour l'instant, on est dans une lutte à deux, véritablement, entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. On verra ce qui va se passer, attendez, mais... là. Sondage, c'est léger, il y a quelques jours. 30 des intentions de vote pour le Parti québécois, 28 pour le Parti libéral, 22 pour la CAQ. Moi, je vois plutôt ça comme étant une lutte à trois. Là. M. Bovet, les Québécois, depuis plusieurs mois, voire même années, nous disent qu'ils veulent du changement. Alors, Mme Fréchette est arrivée. Mme Fréchette a décidé de proroger le Parlement pendant 3 semaines pour aller prendre des photos à Washington, à Paris. On lance des projets de loi à poche que veux-tu, alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a même pas de salle disponible à l'Assemblée nationale pour étudier les projets de loi. Donc, c'est de l'esbrouf pour essayer d'être très visible. C'est une stratégie. Ma stratégie, moi, c'est d'être sur le terrain, c'est dans des émissions comme la vôtre, puis d'aller convaincre les Québécois. Et l'accueil que je reçois, il est très bon. Je suis très confiant. Notre analyse, c'est que quand la CAQ monte, ça nuit au Parti libéral. Quelle analyse vous faites, vous? Bien, écoutez, mon analyse vaut aussi autant que la vôtre. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans plusieurs comtés, il y aura peut-être des luttes à 2, des luttes à 3, des luttes à 4 aussi. Selon les régions, peut-être. Effectivement. Alors, ce qui est certain, c'est que l'élection va être excitante et que tous les mordus de politique vont être comblés cette année. On aura des heures. On a toujours du plaisir. On aura d'autres heures de Pas mal plaisir. tout le temps, oui. Un courriel de Christian Cocci de Coaticook. Je comprends que vous préférez qu'il n'y ait pas de référendum, mais s'il y en a un et qu'un oui puisse donner au Québec un meilleur rapport de force et permettre la satisfaction de nos demandes traditionnelles, comment justifiez-vous de nous refuser cette opportunité? C'est une bonne question. Moi, je refuse rien à personne. Je suis le leader d'un camp qui est très clair sur la question nationale. Le Parti québécois est très clair aussi. Et moi, d'ailleurs, je salue ça. La CAQ, par contre, n'est pas claire sur cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on talonne les ministres, les députés de la CAQ à comprendre quelle est leur vision de cette réalité politique-là, qui est très, très importante. Il n'y aura pas d'autobus du oui dans un éventuel référendum. Alors, ça, pour moi, c'est important. Et moi, je ne veux pas... j'ai beaucoup de respect pour le projet souverainiste, je l'ai souvent dit, mais moi, je veux représenter une faction des Québécois qui est la majorité, selon les sondages. Vous voulez qu'on regarde les sondages? La majorité des Québécois ne veulent pas de référendum. Alors, nous, on veut faire la démonstration que le Québec, à l'intérieur du Canada, c'est un bon partenariat pour le Québec. Mais c'est pas la CAQ qui est en train de faire cette démonstration-là. Quand Christine Fréchette signe une 50-entente avec Mark Carney, elle est en train de manger votre lunch, là, non? Moi, là, je ne suis pas du tout scandalisé ou déçu de l'entente de cette semaine. Je suis très content, c'est bon pour les Québécois, mais on ne va pas non plus, M. Bovet, ériger une statue à Mme Fréchette. Elle n'a pas marché sur la Lune, elle n'a pas mis fin à un conflit armé. Elle était allée chercher des sous qui étaient déjà budgétés dans le budget du gouvernement du Canada, des sommes qui nous sont dues, qu'on a payées comme contribuables canadiens. Il y a des sommes là-dedans pour le tramway de Québec. Ça fait 7 ans qu'on attend, ça fait 84 mois qu'on attend. Alors, il faut se calmer quand même sur les félicitations. Et le Canada et le Québec, en ce moment, ont des dirigeants. C'est Mme Fréchette qui est première ministre, c'est M. Carney qui est premier ministre. Jusqu'au 5 octobre, je m'attends à ce que le Québec et le Canada fonctionnent. Mais nous, on est convaincus qu'on va proposer une solution de renouveau qui va plaire davantage. L'hypothèse d'un référendum au Québec, est-ce que ça favorise le Québec dans sa relation avec Ottawa? Est-ce que ça ne met pas de la pression sur Mark Carney pour justement qu'il signe ce genre d'entente pour satisfaire le Québec? Peut-être. Écoutez, il y a une consultation qui s'organise en Alberta aussi. Peut-être. Mais écoutez, moi, je pense que M. Carney, je ne suis pas là pour le défendre, mais a un rôle de faire fonctionner le Canada et d'avoir une bonne collaboration avec les provinces. Alors, il y a une personne qui a été élue, même si c'est par seulement quelques milliers de Québécois qui a été élu première ministre. Alors, il collabore avec elle. Puis les Québécois vont trancher. C'est les Québécois qui vont trancher sur les prochaines élections. Puis si jamais il y avait un référendum, c'est les Québécois qui vont trancher. Puis ça, on a toujours été clair là-dessus. Dernière question de clarté sur le référendum. 50 plus 1, ça passe pour vous? Bien sûr. Pour moi, c'est évident. Aucun questionnement là-dessus. là-dessus. On est fédéraliste et démocrate. On va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en a un, c'est 50 plus 1. J'espère que la question va être claire. Évidemment, on va talonner. Oui, mais qui décide si la question est claire? C'est les Québécois, c'est l'Assemblée nationale ou c'est la Chambre des communes? Bien, ça devrait être l'Assemblée nationale. C'est une consultation interne au Québec. Alors, on va s'occuper de nos affaires, mais on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas de référendum. D'accord. Nous avons sollicité, comme on le fait traditionnellement quand on reçoit des chefs, nos mordus pour qu'ils vous posent une question. Voici la question de Jonathan Valois. Monsieur Milliard, quelle est la limite de votre fédéralisme? En d'autres mots, pour quel dossier seriez-vous prêt à vous battre face à Ottawa pour l'autonomie du Québec? Très bonne question. Moi, je suis un adepte pour les mordus de politique, justement, de la doctrine Gérin-Lajoie, c'est-à-dire que le Québec
a pleine juridiction et pouvoir dans les champs de compétences qui sont les siens. Ça, c'est l'histoire de la Fédération canadienne. Donc, en santé, en éducation, moi, je veux qu'on ait des dirigeants politiques qui soient très solides sur la protection de ces droits, de ces champs de compétences-là. Alors, encore une fois, je le répète, être fédéraliste, ça ne veut pas dire toujours oui à Ottawa. On va avoir des argumentations, on va avoir des négociations si je suis premier ministre, mais en bout de ligne, on souhaite que ça fonctionne. Donc, il y a un rapport de force qui est important. Mais sur la santé, l'éducation, sur des champs de compétences qui sont partagés, il faut que le Québec se tienne debout. Puis d'ailleurs, les autres provinces le font de plus en plus. L'Alberta, Mme Smith est venue cette semaine, c'en est un bon exemple. M. Ford ne se gêne pas aussi pour défendre ça veut dire quoi, son se lopin de tenir terre. debout? Ça veut dire vous nous donnez de l'argent puis on décide nous-mêmes. Ça veut dire qu'en santé, en éducation, selon la Constitution, on n'a pas de compte à rendre. Ce sont des juridictions provinciales. On prend l'argent, on le dépense comme on veut. Donnez-nous l'argent qui nous revient. C'est pour ça que quand il y a des ententes Québec-Ottawa, c'est important de voir c'est quoi les conditions. Là, cette semaine, on a changé un peu le vocabulaire en parlant de, je crois que c'est vous qui parliez de ça, de protocole de communication. Ouais. Bon, il faudra voir ce que ça veut dire, mais un fédéraliste, un souverainiste, un caquiste doit s'assurer que dans les relations avec Ottawa, on respecte les champs de compétences du Québec, les champs de compétences des provinces. C'est ça la fédération. Moi, je rappelle que les provinces se sont unies pour créer le Canada et non l'inverse. Si Ottawa finance, je sais pas, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis qui demande un drapeau du Canada en avant, vous le mettez, le drapeau du Canada? Ou écoutez, il faudrait voir c'est quoi les négociations, mais en bout de ligne, la santé, c'est québécois. Alors, indépendamment du drapeau, j'aimerais ça que les gens rentrent et ne reçoivent pas une brique sur la tête parce que ça tombe en ruine en ce moment. On va s'arrêter pour une première pause. Nous sommes en compagnie de Charles Milliard pour encore environ 45 minutes. Restez là, posez-lui vos questions au retour de cette pause. C'est la parole au mordu politique, notre émission du vendredi où on vous demande de poser des questions sur des sujets d'actualité ou à une personnalité publique, un politicien. Dans l'occurrence, aujourd'hui, c'est Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec, qui est avec nous pour environ 50 minutes encore. Non, si je calcule bien, 40 minutes. Pardon. Je suis pas bon en maths, c'est pour ça que je suis devenu journaliste. Monsieur Milliard, merci à nouveau d'être avec nous. On a demandé donc à nos mordus de vous poser une question, cette fois la question de Dimitri Soudas. Pendant des années, comme vous savez, plusieurs électeurs, sauf ceux du West Island, ont quitté le Parti libéral du Québec parce qu'ils ne savaient plus ça représente quoi le Parti libéral du Québec. Donc, en 30 secondes ou moins, ça veut dire quoi être libéral provincial au Québec et pourquoi est-ce que les Québécois devraient vous donner leur confiance? 30 secondes ou moins. 30 secondes. Bien, être libéral, ça veut dire reconnaître une réalité au Québec. En ce moment, le Québec va pas bien. Les jeunes manquent d'espoir, les aînés manquent de services, puis les Québécois dans le milieu manquent de moyens. Alors moi, je veux rassembler les Québécois autour de grands projets collectifs, retrouver de la prospérité au Québec, revoir notre système d'éducation, prendre soin de notre monde, puis redonner enfin un pouvoir puis une voix aux régions. Puis je veux le faire avec un nouveau ton, puis avec une nouvelle équipe. Point. Vous l'avez fait en 25 secondes. Fantastique. Mais d'être libéral du Parti libéral du Québec en 2026, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire de faire des propositions politiques qui répondent aux aspirations des Québécois à l'intérieur de nos valeurs. On connaît les valeurs qui existent depuis le livre de Claude Ryan que vous connaissez, des valeurs qui sont ancrées dans ce qu'est le Québec, mais il faut les appliquer à l'actualité. Puis quand on regarde, vous êtes généreux, les analystes, vous nous dites ce que les Québécois veulent entendre comme priorité dans les sondages. Puis c'est le coût de la vie, c'est la santé, l'éducation, la culture, le logement. Alors, les propositions qu'on va faire sont dans ce sens-là. Et il faut que le discours public revienne sur l'économie parce qu'on a besoin de plus d'argent, M. Bovet, au Québec pour payer tous les projets, tous les rêves collectifs qu'on a ensemble. Et en ce moment, on manque d'argent. Il faut jouer le match qui est devant nous. Oui, puis il faut, comme disait notre ancien premier ministre, il faut que tu joues avec ce que la game te donne. Puis ce que la game nous donne en ce moment, je pensais pas le citer M. Legault aujourd'hui, mais c'est un climat politique difficile, un climat économique déficitaire au Québec, puis des gens, des groupes, des tranches de population qui ont des aspirations, qui ont des besoins, qui attendent le gouvernement dans le détour. Alors, il faut essayer de répondre au plus de choses possibles, mais il faut aussi, puis je vais terminer là-dessus, dire la vérité aux Québécois. Dire la vérité sur la situation économique, sur ce qui va être possible de faire, sur ce qui ne sera pas possible de faire. Moi, je pense que les Québécois, si on les amène avec nous, avec rigueur, on va traverser cette période difficile-là ensemble. Donc, pas de bonbons, pas de... Bien, certainement pas de bonbons mal ciblés comme les annonces de la semaine passée. Là. Y a-tu vraiment un propriétaire de Mercedes qui a besoin d'un rabais de 50 $ sur l'immatriculation?
puis des ananas détaxés, coupés chez IGA. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est électoraliste. Puis les Québécois, là, ils voient ça aller. Là. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y aura un jugement de ça. Je me demande si François Legault citait pas Martin Saint-Louis, l'entraîneur des Canadiens. Oui, bien sûr. J'aurais dû citer directement le coach du Canadien, ça aurait été plus simple. Il en a lâché quelques bonnes, M. Saint-Louis. Un courriel de Yvan Gladu qui vous demande: le traitement que le PLQ a réservé à Marois Risky ne vise-t-il pas à gâcher tous les efforts de votre parti pour démontrer l'importance d'un comportement éthique suite au manquement des dernières années? Est-ce que vous auriez pu agir différemment avec Mme Risky? Une bonne question. Ça fait quand même un certain temps qu'on en a parlé. J'ai répondu dans les premières heures que j'ai été élu chef. Mme Risky est une des plus talentueuses parlementaires qu'on a eues dans les dernières années au Québec. Par contre, j'ai hérité d'un parti avec une précédente course au leadership où il y avait des enjeux, il y a des enquêtes en cours, et j'ai pris la décision personnelle d'attendre d'avoir toutes les informations sur ces enquêtes-là. Alors, j'ai avisé Mme Risky. Je pense qu'elle a fait mention de... Je pense qu'elle aimait bien l'humanité derrière ma démarche et on a continué d'avoir des bonnes relations. J'ai donné des responsabilités importantes à son mari, Gregory Kelly, qui s'occupe du dossier de l'énergie dans mon caucus. Alors, ce n'est pas un désaveu envers Mme Risky, c'était un besoin d'avoir l'information. Et là, on est le 5 juin, la session parlementaire se termine et on a eu quelques informations, mais pas tous. Alors, voilà. Comment ça se fait qu'il y a toujours autour du Parti libéral ce genre, des gens appellent ça du fling-flang. Marois Risky, on va la laisser de côté, mais comment ça se fait qu'une députée du Parti libéral pense encore qu'en 2026, c'est une bonne affaire d'avoir le quartier général de sa campagne pour Pablo Rodriguez dans son bureau de circonscription? Comment ça se fait qu'un importateur de vin pense que c'est une bonne idée de se promener avec des enveloppes de 500 $ cash dans une réception pour rembourser des gens qui font un don au Parti libéral du Québec? Comment ça se fait que c'est toujours autour du PLQ que ça tourne, ces affaires? Bien, écoutez, il y a deux choses. Si on peut se parler franchement, ce n'est pas que juste au PLQ qu'il y a eu des enjeux. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Vous avez vu dans les derniers mois, j'ai jamais commencé à nommer des exemples de choses qui sont passées dans les autres partis parce que je veux pas embarquer là-dedans. Non, le Parti québécois a trempé là-dedans, l'ADQ aussi à une certaine époque, mais bien moins que les libéraux. Là, vous avez remboursé des sommes incroyable à cause du stratagème des présidents. Je ne suis pas fier des exemples que vous mentionnez et moi, j'ai agi sur ce que je pouvais agir. Les particuliers qui prennent des décisions chez eux, là, écoutez, là, je contrôle pas la terre entière non plus. Je me désole de ça puis j'agis comme chef. Ce que vous référez suite à la députée qui a été blâmée par le commissaire à l'éthique, j'ai agi dans la demi-heure qui a suivi. Alors, quand j'ai de l'information, j'agis et les gens savent très bien qu'avec moi comme chef, c'est tolérance zéro. Et moi, je suis pas venu en politique pour manquer de transparence et d'honnêteté. Je suis venu pour améliorer le Québec avec mes règles du jeu. Puis les gens sont très au courant de ça, puis ils me suivent. Transparence, honnêteté, vous avez rencontré l'UPAC? Oui, je vous avais mentionné que si on me demandait de les rencontrer, je le ferais. Je vous l'ai mentionné. Alors oui, je les ai rencontrés. Puis ils posent des questions sur quoi, l'UPAC? Ben écoutez, ça, c'est de nature privée, là. Je veux dire, vous leur demanderez à eux, mais moi, j'ai collaboré. Ça a été une rencontre... Je ne veux pas dire très agréable, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui a été très cordiale et j'ai fourni les informations. Mais écoutez, je n'étais pas là. Je suis obligé de vous rappeler que c'est des enquêtes sur la précédente course au leadership. Mais vous êtes le fiduciaire, vous êtes le fiduciaire de la marque. Bien, j'en suis conscient, puis je suis venu ici en toute connaissance de cause. Je suis venu au leadership et j'ai accédé au poste en toute connaissance de cause. Et je suis disponible pour régler ces dossiers-là. Je suis le premier à vouloir que ça se règle. On a eu le commissaire à l'éthique. Quand les autres arriveront, s'ils arrivent, je vais gérer l'intendance. Mais en attendant, je prépare l'équipe et toutes les nouvelles personnes qui décident de mettre une épinglette du Parti libéral du Québec avec moi sont fiers de le faire et on va regagner la confiance des Québécois, un vote à la fois sur le terrain. Vous couchez-vous le soir en faisant brûler un lampion en disant « j'espère qu'il n'y aura rien dans le journal demain matin ». Non, j'embarque pas là-dedans. En politique, il faut gérer le déséquilibre. Alors, j'essaie de bien dormir, puis je ferme les stars, puis voilà. Très bien. Courriel de Jacques Laflamme de Québec. Que pensez-vous de la dernière décision du gouvernement fédéral concernant le retrait de la contribution de 15 % des géants du Web? Moi, je suis très inquiet de ce que les géants du Web font, pas seulement au Canada, pas seulement au Québec, au Canada, mais dans le reste du monde. Et je veux qu'on travaille sur avoir nos propres outils de valorisation culturelle au Québec. Évidemment, les gens vont continuer d'aller sur Netflix. Puis Des plateformes québécoises, c'est ça que vous voulez? Des plateformes québécoises, mais il y a des plateformes qui existent encore. Donc, j'espère que les partis politiques auront des plateformes culturelles ambitieuses. Moi, je vous ai mentionné dès le Congrès de Trois-Rivières que la culture, c'est une de mes priorités. J'ai été sur je ne sais plus combien
combien de conseils d'administration dans le milieu culturel. Les artistes me connaissent au Québec. Et d'ailleurs, j'ai un grand respect pour les artistes et j'ai pas besoin de leur dire pour qui voter. Mais je veux qu'ils sachent que je vais être à leur côté pour travailler sur la découvrabilité des contenus, sur la valorisation des institutions culturelles au Québec, que ce soit dans les médias, dans les journaux, parce que c'est des outils de valorisation de notre culture, mais de nos régions aussi. Quand on a des institutions culturelles fortes en région, ben un soir, une fois de temps en temps, les gens, au lieu d'aller sur Netflix, ben, vont peut-être aller voir un spectacle ou un chanteur ou un humoriste ou une pièce de théâtre en région. Alors, il faut travailler là-dessus, puis il faut protéger notre patrimoine culturel aussi, patrimoine bâti, patrimoine religieux. C'est tous des vecteurs de culture qui sont importants puis qui nous éloignent de ce conflit-là qui, malheureusement, est un peu David contre Goliath. Donc, des contraintes sur les grands du Web, c'est moins ça. C'est plutôt valorisation. Non, je suis en faveur qu'il y ait un certain nombre de contraintes, mais reconnaissons que ce sont des joueurs extrêmement puissants et qu'on peut agir sur d'autres vecteurs de la culture du Québec. Je pense évidemment, à Télé-Québec, qui, pour pas le nommer ici, qui est un acteur important maintenant dans l'offre jeunesse, dans l'offre numérique. Alors moi, je veux qu'on donne des ailes à plusieurs vecteurs de notre culture. Puis c'est comme ça qu'on va aussi aider notre langue, notre identité, notre histoire, puis la richesse de notre territoire puis de notre patrimoine. Je dis souvent aux gens, quand vous allez en France, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui ont la chance d'aller en France, vous allez visiter des musées, des églises, vous revenez, vous dites, mon Dieu, c'était donc bien fascinant. Bien, on a tout ça ici aussi, mais il faut qu'on le valorise davantage. Et ça, c'est le rôle du tourisme, de la culture, de l'économie. Et moi, je vais m'attaquer à ça. Courriel de Jacques Leblanc de Québec. Reconnaissez-vous que le français recule à Montréal? Oui. La réponse courte, c'est oui. Et encore une fois, je fais écho aux propos du commissaire à la langue française qui note qu'il n'y a pas d'amélioration significative. Donc, les mesures, je me répète, là, mais les mesures qu'on a mises, de toute évidence, ne sont pas suffisantes. Alors, on doit travailler à une meilleure quantité, qualité de français, puis on doit s'attaquer ou s'intéresser à la question de la francisation des immigrants. Et ça, la CAQ n'aime pas ça quand je rappelle ça, mais c'est anormal qu'il y ait eu des cours de français d'annulés ou de reportés dans des villes comme Lévis, Shawinigan, dans des endroits où on doit faire de la francisation. Et évidemment, plus on s'éloigne de Montréal, plus la diversité linguistique est différente. Donc, c'est sûr que si vous allez à la Pocatière, puis que le cours de français à la Pocatière, il est dans la rue. Mes parents viennent de ce coin-là. Il est dans la rue. Vous allez vous commander une poutine, vous allez à la pharmacie, c'est en français. Donc, mais on doit mettre tous les efforts, tout azimut, pour faire connaître et aimer notre langue et notre culture. Mais il faut que ce soit un geste positif aussi. Là, en ce moment, c'est toujours coercitif. C'est toujours pour blâmer les gens qui parlent pas ci, qui parlent pas ça. Le changement de ton dont je vous parlais tout à l'heure dans mon 30 secondes, là, c'est une des secondes les plus importantes parce qu'il faut rassembler les Québécois. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'essaie de parler tout de suite. Je sais que tout le monde ne votera pas pour moi, mais j'essaie de parler à tout le monde parce que je veux que tout le monde se sente inclus dans mon projet. Dans l'ouest de Montréal, de l'île de Montréal, l'apprentissage du français ne se fait pas dans la rue, n'est-ce pas? C'est votre base électorale. C'est de là que viennent vos députés. Quand vous dites comme ça à vos députés, je veux renforcer la protection du français, est-ce qu'ils se braquent, vos députés de l'Ouest? Je sais plus comment vous le dire. Je vous le dis avec le sourire quand même, mais il n'y a pas de grogne au caucus du Parti libéral. Eux, ils sont d'accord pour renforcer la protection du français. Ils sont tous francophones, premièrement, mes députés. Ils sont francophiles. Et ils veulent que le français prospère au Québec. Je comprends que plusieurs critiques, adversaires, analystes, dont plusieurs sont des anciens députés ministres, il faut le dire, veulent jouer cette carte-là. Mais honnêtement, je suis à la tête d'un caucus uni qui veut renforcer le français, puis qui veut aussi respecter puis parler à tous les Québécois. Il me semble que c'est un beau projet de société. Vous n'avez pas des pressions de la communauté anglophone? Je n'ai pas de pression. On a des discussions. Il y a des discussions, c'est normal. Rappelez-vous les congrès houleux du Parti québécois dans les dernières années. Là, le dernier était un peu plate, mais les autres, ça a toujours été houleux. Il y a des discussions, mais en bout de ligne, il y a un caucus qui est uni derrière un chef qui a été choisi par les militants, qui se présente pour être premier ministre du Québec, qui est francophone, qui vient de Lévis, puis qui va faire du français une de nos plus grandes priorités au Québec. C'est tout. OK. Puis juste une dernière précision sur le français. La loi 96, celle que vous voulez modifier un peu pour l'améliorer, vous reconduisez la clause dérogatoire ou vous la reconduisez pas pour la protéger des tribunaux? Alors ça, je vais répéter aussi. La clause dérogatoire, c'est un outil que les leaders politiques ont. Alors moi, j'ai dit que je le gardais dans mon coffre à outils. Donc, je vais vous proposer mon plan sur la langue. Il y aura des modifications, il y aura des ajouts qu'on va ajouter à ça. Puis ensuite, on verra si on a besoin d'utiliser la clause dérogatoire ou pas. Donc, pas nécessairement, mais si nécessaire. Et je pense que c'est une position
qui est rassembleuse, qui est raisonnée, qui est peut-être moins punchée que d'autres. Qui est en équilibre à essayer de satisfaire les Franco puis les Anglo. Monsieur Bovet, la vie, c'est un équilibre. Il faut essayer de parler aux 9 millions de Québécois. Les 9 millions de Québécois doivent comprendre que la base de notre culture, c'est le français. Mais on a des gens qui viennent d'ailleurs, on a des gens qui apportent différentes choses à la culture québécoise. Ils doivent se sentir inclus dans notre projet. Le tronc du Québec, c'est le français, mais il y a des branches, puis il faut respecter les branches puis les amener au tronc. Le Québec est-il bilingue? Le Québec n'est pas bilingue. Le français, c'est la seule langue officielle au Québec. D'ailleurs, ça a été instauré en 1974 par Robert Bourassa, qui était chef du Parti libéral du Québec. Mais je lisais dans un article du Devoir ce matin où vous habitez dans les cantons de l'Est là, en ce moment, puis vous dites, dans mon village, il y a 350 Franco, 350 Anglo. Ça cohabite très bien. Vous voulez un Québec où le français et l'anglais cohabitent? Non, je veux un Québec où tout le monde est heureux, où tout le monde se respecte, mais où tout le monde reconnaît que le français, c'est la langue officielle au Québec. Mais il y a des réalités linguistiques partout. Vous me parlez, on donne souvent l'exemple de l'Ouest de Montréal. Il y a des gens qui parlent d'autres langues que le français en Estrie, dans le Pontiac, où André Fortin est député. Et tous ces gens-là paient des impôts au Québec, veulent avoir accès à des services, puis jusqu'à un certain point, ils veulent avoir la paix puis vivre en harmonie. Et le gouvernement qui nous dirige depuis 8 ans a joué en opposant des Québécois. Et moi, c'est une de mes raisons que je viens en politique. Je n'en peux plus de ça. On va respecter qui on est comme Québécois, mais on va parler à tout le monde. Et on va aller beaucoup mieux comme société. On va être plus prospère. On va régler le déficit. On va avoir des meilleurs services. C'est ça l'ambition qu'on a. Nous aurons de l'ambition au retour de la pause. Pour poser d'autres questions à Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Restez avec nous. C'est la parole au mordu de politique. Nous sommes en compagnie de Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec, qui se prépare pour la campagne électorale qui aura lieu au mois de septembre avec des élections le 5 octobre. Monsieur Milliard, on poursuit dans notre tradition. On a demandé à nos mordus de vous poser une question. Cette fois, c'est la question de Françoise Boivin. Danielle Smith était à Québec mercredi. On en a parlé tantôt de la main tendue de Mme Smith au Québec pour l'exploitation de gaz naturel, de gaz de schiste. Quelle est votre position? Quelle sera la position du Parti libéral du Québec en cette matière? Qu'est-ce que vous auriez répondu à Danielle Smith si c'était vous, le premier ministre? Cochez oui, cochez non sur le gaz naturel de schiste. Premièrement, je leur ai remercié de venir parce que c'est intéressant de voir des premiers ministres provinciaux venir à Québec. On ne voit pas ça souvent parce que le gouvernement, dans les 8 dernières années, semblait avoir peu d'intérêt pour la chose canadienne. Deuxièmement, elle a même dit quelques mots en français, donc c'est quand même intéressant. Je comprends l'enthousiasme de Mme Smith pour nos ressources, mais on va gérer nos ressources nous-mêmes. Moi, je suis pas favorable à rouvrir le dossier des gaz de schiste en ce moment. Et j'ai même trouvé déplorable que Mme Fréchette ouvre cette porte-là sur, d'ailleurs, peut-être même dans ce studio aussi avec Gérald Filion, juste comme ça, un peu là, de façon relaxe. Je pense que on a besoin d'amener les Québécois avec nous quand on veut ouvrir des gros dossiers comme ça. Et c'est la CAQ elle-même qui a interdit l'exploration, l'utilisation. Alors moi, honnêtement, je pense qu'il y a des sources d'énergie sur lesquelles il faut travailler avant. On a un plan ambitieux d'Hydro-Québec. On a une entente avec Churchill Falls à régler. On a de l'énergie éolienne, solaire à exploiter, bien avant d'aller dans ce dossier-là, selon moi. On apprend ce matin que le plus grand réservoir, je pense que c'est le plus grand réservoir d'Hydro-Québec au Québec, est aux 3/4 vide, à peu près. Ça, est-ce que ça vous inquiète, là, les changements climatiques, la production d'électricité, l'hydroélectricité? Bien sûr, ça m'inquiète et c'est pour ça que la diversité des sources d'énergie est quand même importante. Le fer de lance de l'énergie au Québec, ça va toujours être, je l'espère, l'hydroélectricité. D'ailleurs, c'est un des grands legs des dernières années de Robert Bourassa, pour pas le nommer. Mais en même temps, les changements climatiques nous poussent à réfléchir à une plus grande diversité. Alors, tantôt, je vous parlais de l'éolien, du solaire. Je pense que c'est des dossiers sur lesquels il faut développer une culture du oui économique. Ça ne veut pas dire de dire oui à tous les projets. Mais moi, comme premier ministre, je vais vouloir qu'on m'explique pourquoi on ne ferait pas un projet plutôt que pourquoi on le ferait. Ça, c'est un changement de paradigme. Et je fais confiance à des institutions comme le BAP
le bureau d'audience publique en environnement, pour nous remettre dans le droit chemin quand les politiciens on déraille, mais il faut être ouvert à ces projets-là. L'acceptabilité sociale, pardon, ça se mesure comment? Ça se mesure par une consultation, ça se mesure par un sondage, puis on consulte qui? La population dans la cour de laquelle les projets vont avoir lieu ou sur l'ensemble du Québec? Bien, je pense que c'est un mélange de tout ça. La réponse n'est pas facile, mais l'acceptabilité sociale dans une région donnée pour un projet précis géographiquement, pour moi, elle est très importante. Elle devrait avoir, sinon préséance, ou en tout cas au moins avoir une importance grande. Mais on doit aussi avoir des politiciens régionaux, des ministres régionaux qui tiennent la pôle, qui lèvent le ton au Conseil des ministres. Moi, je veux des ministres régionaux forts, qui vont être capables de défendre leur région. Et la structure qu'a utilisée Mme Fréchette récemment en nommant un ministre des régions puis une espèce de conseil, bien honnêtement, ça me semble du bonbon qui mènera pas à nulle part, ça. Courriel de Jonathan Bédard. Je suis un peu désabusé depuis des années de voter pour le moins pire des partis ou contre un parti. Qu'offrez-vous comme nouveau projet de société qui vise à inspirer les Québécois à travailler ensemble pour construire une société québécoise solide avec un projet d'avenir? Il a bien raison parce que vous parliez du réservoir d'eau, mais je veux parler du réservoir de rêve collectif au Québec qui est à sec aussi. Mais malheureusement, les ressources financières aussi sont à sec. Alors, on doit se parler ensemble et générer davantage de revenus en mettant une priorité sur l'économie au Québec. Mais avec ça, on va faire des grands projets collectifs. Premièrement, revoir notre système d'éducation. Moi, je veux lancer, j'ai été très clair là-dessus depuis presque 2 ans, convoquer des États généraux sur l'éducation. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait ça de façon sérieuse. On a besoin d'un moment de réflexion, un peu comme la commission parents même, je vous dirais. C'est quoi qui vous préoccupe dans l'éducation? C'est la réussite des garçons? C'est le décrochage? Le décrochage des jeunes, le décrochage des enseignants. Après 5 ans, il y a un enseignant sur 5 qui décroche. Ça n'a aucun sens. La vétusté des écoles, revoir les cursus scolaires, je dirais même secondaire, collégial aussi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé de ça. Vous remettez en question les cégeps? Non, je ne remets pas en question les cégeps, mais qu'est-ce qu'on enseigne au cégep, exemple préuniversitaire? Est-ce qu'on a la bonne formation encore, la même qu'on avait il y a 30 ans? Est-ce que ça a évolué, les besoins pour l'université? Ensuite, je veux qu'on parle des relations entre le milieu d'enseignement supérieur et le milieu privé, parce que moi, je pense qu'il faut dérisquer l'innovation. Il faut qu'il y ait davantage de collaboration entre les cégeps, les CCTT, entre autres, les universités et le secteur privé pour inventer des nouvelles affaires au Québec, créer des choses, puis ensuite aller conquérir le monde. Le financement des écoles privées par l'argent public, vous continuez ça? On va en discuter dans les États généraux. Moi, personnellement, je suis en faveur de la liberté de choix dans le secteur scolaire. Alors, je suis très clair là-dessus. Mais je veux pas donner trop d'indications non plus pour les États généraux parce que je veux pas que ça ait l'air, puis ça ne l'est pas, que les dés sont pipés. Alors, je vais vouloir qu'on ait une discussion de fond. Et ça, je reçois de tous les secteurs quand même un accueil favorable. Certains m'attendent avec plusieurs questions. Et c'est pas un exercice facile, parce que là, je vous parle pas d'un exercice de relations publiques de 90 minutes. Là, je vous parle de vrais états généraux. D'ailleurs, je vais l'expliquer plus en détail très bientôt. Courriel de Pierre Boucher. Question toute simple, mais avec une grande portée. Est-ce que le racisme systémique existe au Québec? Ça, c'est une question importante. Puis d'ailleurs, j'étais avec l'Assemblée des chefs de l'APNQL il y a 2 semaines. Moi, je pense que de façon générale, il y a un certain racisme systémique au Québec et je pense que les Premières Nations et les Inuits sont les premiers touchés par ça. Et c'est pas seulement la situation de Joyce Echaquan. On l'a vu dans plusieurs dossiers, que ce soit en sécurité publique, que ce soit en accès à des soins, que ce soit à l'éducation. On est une nation fière au Québec. On dirait que quand vient le temps d'avoir une relation de nation à nation avec les autres, on n'est pas au rendez-vous. Et encore une fois, dans les 8 dernières années, on a manqué des grands rendez-vous et des grands projets de développement économique, que ce soit énergétique, manufacturier ou autre, ça doit se faire avec les Premières Nations. Et je pense que j'ai reçu un accueil favorable parce que je suis venu avec une main tendue. On doit collaborer avec les peuples qui étaient ici avant nous. C'est pas facile, mais c'est ça le rôle d'un rassembleur et d'un leader. C'est seulement à l'égard des Autochtones ou à l'égard d'autres communautés? Bien, écoutez, il y a plusieurs... Moi, je vous parle principalement des Autochtones parce que ça me semble évident. Il faudrait voir là, de quelle communauté précise on parle, mais on doit améliorer la façon dont on inclut tout le monde dans le projet de prestation de services publics au Québec. Et je jette pas le blâme à une personne ou à un ministère en particulier. Je pense que globalement, on doit reconnaître qu'on doit améliorer ça. Donc, puis vous dites un certain racisme systémique. Certains de vos adversaires disent qu'il y a du racisme, mais il n'y a pas de racisme systémique.
Donc, le système il n'y a pas de biais raciste dans les systèmes gouvernementaux. Vous dites il peut y en avoir. Moi, je pense qu'il peut en avoir. Puis il y a le systémique et systématique. Évidemment, c'est pas systématique. Exactement. C'est pas tout le monde qui est victime de racisme. Mais... Systémique, ça veut dire dans le système, en santé, en éducation, je pense qu'il y a des avec les failles dans le policiers. système, puis il faut améliorer le système, puis le reconnaître, c'est la première étape vers la réconciliation. D'accord. Courriel de Gilles Campeau de Montréal. Quelles sont vos relations avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon? Y a-t-il du respect ou de l'animosité? Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est ma question préférée, ça? Parce que je pense que c'est important de préciser ça. Pour moi, mes adversaires, c'est des adversaires, c'est pas des ennemis. Et donc, je traite, moi, M. Plamondon, puis je suis réciproque, je dirais, là, avec respect, mais j'aimerais que parfois, puis ça vaut pour M. Plamondon, ça vaut pour les autres chefs aussi, qu'on puisse s'élever à l'occasion, puis rendre fiers les Québécois des leaders que nous sommes. Alors, puis pas seulement quand il y a une tragédie, pas seulement quand il y a un personnage public important qui meurt, mais quand il y a des moments de société, comme l'aide à mourir, comme plein de sujets comme ça, où on doit travailler ensemble. Puis, j'ai raconté l'anecdote à quelques reprises, mais dans mon salon, moi, j'ai une photo qui date de 1987, prise dans un gala à Montréal, au Château Champlain, entre M. Parizeau et M. Bourassa. Et il faudrait que je vous l'envoie, vous regarderez, mais ils s'échangent une poignée de main et on voit toute la complicité dans l'adversité. Alors évidemment, c'était des adversaires, mais on pourrait vous raconter plein d'anecdotes où ils se sont fait des passes quand même dans l'intérêt supérieur du Québec. Donc, il y a moyen d'avoir, en politique, il y a moyen d'avoir des relations de respect, même si vous êtes des adversaires. Ça prend deux pour danser, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. D'accord. Un courriel de Ronald Poupard de Laval. Je signale que M. Poupard est un militant libéral de longue date, mais il a posé une question que moi-même j'aurais pu poser. Vous mentionnez régulièrement que votre gouvernement aurait comme priorité les régions. Pourriez-vous nous expliquer vos intentions pour leur donner plus de pouvoir? Bien, premièrement, ça passe par recruter des candidats qui vont être des fers de lance de leur région et qui vont être vocales au caucus, au Conseil des ministres. Alors, ça passe par ça. Deuxièmement, ça passe par revoir la relation qu'on a avec les municipalités et les MRC. J'ai été faire des discours qui, je pense, ont été fort bien accueillis à l'UMQ, à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour dire qu'il faut qu'on repense le pacte fiscal, mais qu'il faut qu'on repense la façon dont on travaille ensemble. Les MRC ont des besoins importants sur les infrastructures, les villes aussi, sur les infrastructures, sur l'itinérance, sur le transport collectif. Alors, je pense que si on donne plus de pouvoir et plus de moyens, parce que c'est beau de donner des pouvoirs, mais si t'as pas une scène, ça donne rien. Donc, plus de moyens aux municipalités. Donc, moi, je pense que une des portes d'accès, c'est d'avoir des candidats forts en région, mais c'est aussi d'avoir une meilleure relation avec les municipalités. Rappelez-vous, moi, j'ai assisté comme président de la FCCQ à tellement de congrès d'organisations municipales comme l'UMQ, où quand il y avait un ministre caquiste qui venait faire une présentation, ça devenait frette et qu'il y avait un certain malaise parce qu'il n'y a jamais eu une vraie collaboration entre ces deux paliers-là. L'immigration, par exemple, ça se décide à Québec ou ça se décide dans chacune des régions? Ça se décide à Québec en collaboration avec les régions. Moi, je ne crois pas, je crois que le chiffre du Parti québécois, c'est 35 000. La Coalition Avenir Québec, je ne le sais plus. Ça veut rien dire, ce chiffre-là. Ce qu'il faut, c'est mesurer le potentiel d'accueil par région, puis ensuite prendre des décisions si on a besoin d'investir plus ou moins pour en avoir plus. Il y a eu un sondage la semaine passée dans je ne sais plus quel organisme, qui disait que les Québécois étaient les plus ouverts à l'immigration dans le reste du Canada. Ça fait une belle jambe à mes adversaires qui aiment dire qu'il y a trop d'immigrants puis que c'est dangereux. Alors ça, je trouve que c'est un beau pied de nez que les Québécois ont fait en répondant à ce sondage-là, parce que quand je me promène, je termine là-dessus, en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, je ne sais pas de qui parle M. Plamondon et Mme Fréchette quand ils disent que les immigrants, il y en a trop ou qu'il faut mieux les gérer. Mais si on posait la question aux Québécois, voulez-vous plus d'immigration, vous pensez qu'ils diraient oui? Bien, il faut leur poser la question, mais je pense que dans une grande majorité, ils disaient que ce n'est pas un frein à l'émancipation du Québec et que quand c'est bien contrôlé et francisé aussi, c'est important, d'où l'importance d'investir là-dedans, bien, il y a une ouverture parce que on peut pas vouloir... Moi, je veux être le parti de l'économie. Je veux aider les entrepreneurs à réussir à générer des revenus puis de la prospérité au Québec. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Que ce soit... J'étais à l'Association minière du Québec cette semaine. Dans nos projets miniers, on a besoin de monde. Nos agriculteurs dans le Bas-Saint-Laurent ont besoin de monde. Les gens, parfois, se rassemblent, c'est une image que j'aime bien, se rassemblent dans un Tim Hortons pour parler de l'immigration, mais c'est tous des immigrants qui leur ont servi leur café puis leur beigne. Alors, à un moment donné, il va falloir avoir une réalisation collective qu'avec la courbe démographique, on a besoin d'immigrants, mais on a besoin de les accueillir à nos conditions, être clairs, respectueux, humains, puis chaleureux avec eux.
Encore quelques minutes avec Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec, au retour de cette pause. Nous passons encore quelques minutes avec le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui se prête à l'exercice des questions-réponses depuis 12h30. Nous avons demandé à notre dernière mordue, Michel Courchaine, de vous poser une question. La voici. Depuis votre arrivée comme chef du PLQ, le PLQ monte dans les sondages, mais reste assez bas encore chez les francophones. Depuis l'arrivée de Mme Fréchette, change la donne et la CAQ semble gruger un peu dans l'électorat du PLQ. Alors, durant la campagne électorale, quel sera votre premier défi comme chef du PLQ pour tenter de gagner cette élection? Bien, merci pour la question. Effectivement, pour gagner les élections, je souhaite que les sondages soient encore meilleurs pour nous. Donc, il y a du travail à faire. Mais moi, je suis convaincu que la politique, c'est une science humaine. Ça se passe sur le terrain, en allant rencontrer les gens. Et c'est pour ça que je suis autant sur la route. On en parlait avant l'émission. Je suis vraiment beaucoup partout au Québec parce que je pense que c'est les yeux dans les yeux qu'on veut susciter la confiance des gens. Puis quand je rencontre les gens, je leur parle des enjeux qui les touchent. Je leur parle pas nécessairement toujours de ce qu'on parle à la télévision, puis encore moins de ce qu'on parle. C'est quoi les enjeux qui les touchent? Bien, les enjeux qui les touchent, c'est le coût de la vie, c'est le logement, c'est la santé. On n'a pas parlé beaucoup de santé. Moi, je propose une plateforme de télémédecine. Je veux qu'il y ait des gens aient des consultations virtuelles avec un médecin, pharmacien, infirmière, partout au Québec, surtout dans les zones rurales. Ça va éviter des déplacements, ça va augmenter le présentéisme au travail. Je parle aussi beaucoup avec les aînés, parce que les aînés, en ce moment, il y a un déracinement qui se vit. Nos aînés quittent leur maison souvent trop tôt parce que pas assez de soins à domicile, doivent s'expatrier dans une ville un peu plus loin. Les enfants viennent moins les voir. Donc, c'est des réalités. C'est ça les missions de l'État québécois. Prendre soin du monde, leur apprendre des choses, puis travailler à leur prospérité. Alors, qu'importe que les gens soient d'une région ou d'une autre, c'est comme ça qu'on va convaincre les Québécois. Fait que moi, je suis sur le terrain, c'est ça ma réponse. Courriel de Louis-Philippe Lamy de Sainte-Thérèse. Est-ce que vous vous considérez d'abord Canadien avant d'être Québécois? Ça, c'est toujours une drôle de question parce que je vois pas pourquoi il faut choisir, mais moi, je suis profondément québécois. Moi, je veux faire de la politique au Québec. Puis je suis très fier d'appartenir à l'ensemble canadien. Mais c'est sûr que la plupart de mes référents, de ma vie, ma famille, ma culture, c'est le Québec. Alors, je suis fier québécois. Mais je pense que le Canada, c'est un bon partenariat pour le Québec. Alors, les deux. Courriel de Benoît Vincent. Le Parti libéral du Québec dit être le parti de l'économie. Avez-vous déjà choisi qui serait votre ministre des Finances? Ah, mon Dieu, il faudra voir qui écoute l'émission aujourd'hui. Je vais vous faire une confidence. Moi, je recrute beaucoup de candidats en ce moment qui viennent de partout au Québec. Je n'ai fait de promesses à personne. Et je pense qu'il y a des gens qui ne me croiront pas, et c'est pourtant la réalité. Je choisis des gens, je leur donne la confiance, ils me donnent la leur. Maintenant, ils doivent gagner leur comté. Et j'espère que les 125 vont être élus. Et si jamais ça n'arrive pas, bien, je vais travailler avec ceux qui seront élus. Mais en ce moment, j'ai des gens, plusieurs personnes dans les grandes missions de l'État qui pourraient jouer ce rôle-là. Et je pense que même la plupart des analystes le reconnaissent, qu'on est en train de faire du bon recrutement et qu'on va pouvoir figurer un conseil des ministres. Donc, vous avez déjà dans votre tête une idée de qui ensuite, pourrait... je ne suis pas idiot à temps plein. Là. Il y a des gens qui ont des expertises importantes que je vais vouloir utiliser, mais je ne fais pas partie de ces politiciens-là qui ont déjà tout fait la mathématique avant. Je veux aussi aller sonder les Québécois puis voir lesquels ils vont choisir là-dedans. Courriel d'Edmond Rouleau de Shawinigan. Pourriez-vous participer à l'émission En direct de l'univers pour vous faire connaître? Et qui seraient vos invités? Mon Dieu. Là, la question s'adresse à France Baudouin plus qu'à moi. Ça me ferait plaisir d'y aller. Il y aurait beaucoup de gens de ma famille. Pas seulement de ma famille politique, mais de ma famille personnelle. Il y aurait probablement des gens de partout au Québec qui viendraient parce que j'ai eu le privilège dans les 25 dernières années, que ce soit quand j'étais vice-président d'Uniprix ou à la tête de la Fédération des chambres de commerce, de nouer des relations un peu partout au Québec. Puis, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Union des municipalités du Québec. Quand je suis arrivé dans la salle, là, j'ai vu à quel point tous les kilomètres que j'ai faits dans les dernières années, c'est intéressant parce que là, j'ai vu plein de gens que j'avais croisés dans leur milieu à eux. Alors, puis j'espère qu'il y aurait des artistes parce que je suis quelqu'un... Par exemple, s'il y en avait juste un, là... Bien, j'ai déjà mentionné que moi, Diane Dufresne, pour moi, c'est la plus grande chanteuse au Québec. Moi, je suis un fan d'humour québécois, je suis un fan de séries québécoises. Je suis quelqu'un qui est un passionné de musique aussi. J'ai été sur des conseils d'administration de différents festivals. Alors, j'espère qu'il y aura quelques artistes. Puis les artistes et les politiciens peuvent se côtoyer sans nécessairement parler de qui vote pour qui.
Très bien. Monsieur Milliard, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite bonne chance, comme je l'ai fait pour les autres chefs de partis politiques, pour la campagne à venir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'il y a un aspect pédagogique dans l'heure qu'on vient de passer, comme on l'a fait avec tous les autres chefs. Et bonne chance pour la suite des choses. Merci pour l'exercice. Merci.